Merci au GEPS de m'avoir invité à participer à ce congrès et à faire cette présentation. Je remercie également le GEPS de nous avoir confié, avec le docteur Grand-Genève, la responsabilité d'avoir élaboré cette fameuse formation Sentinelle. Et je ne vais pas vous présenter la formation Sentinelle en tant que telle, mais un peu les questions ou les principes, les idées qui nous ont guidés pour élaborer cette formation Sentinelle. Alors déjà, ça peut paraître un peu obscur, hein, cette notion de sentinelle, mais ce que je vous propose, c'est qu'on essaie de l'éclaircir, et justement qu'on essaye de l'éclaircir au regard du principe d'empathie. Alors, l'idée de la sentinelle, quand même, c'est de pouvoir promouvoir, donc c'est un vaste programme quand même, hein, mettre l'empathie au service de la prévention du suicide. Encore faut-il savoir ce qu'on entend quand on parle d'empathie, et on a vu tous ensemble depuis ce début du congrès que rien n'était moins simple. Alors je suis quand même parti de la simplicité, j'ai été voir dans Google, et Google me dit l'acception finalement assez large et en fait assez restreinte, qui serait que l'empathie serait la capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. Ce qui est intéressant moi je travaille beaucoup avec Papageno dans le cadre des représentations, c'est un peu la représentation qu'on en a, et c'est voir un peu les substrats, les soubassements de ce type de représentation, et de se dire que cette représentation de l'empathie, c'est une forme de représentation qui est surtout fondée sur le psychologique, qui serait modulaire, c'est-à-dire qui serait un peu indépendant du reste des propriétés ou des qualités d'une personne ou d'une relation, qui serait assez finalement performatif ou normatif. On aurait de l'empathie ou on n'en aurait pas, on pourrait progresser dans l'empathie, ou alors on pourrait être en défect d'empathie, et puis une empathie qui serait une propriété individuelle, une caractéristique, presque une ontologie d'un individu. Moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer de déconstruire cette idée un peu monolithique de l'empathie, et de la déconstruire, puisqu'il s'agit de mettre l'empathie au service de la prévention du suicide. On va voir qu'en fait, déjà, il y a des programmes de prévention du suicide qui ont déjà fait ça, même si ça n'a pas été formalisé comme ça. Et ce que je vous propose, c'est d'essayer de déconstruire ça, de faire diffracter la notion d'empathie au prisme justement des programmes de prévention du suicide qui ont déjà été élaborés. Donc commençons par le parangon de ce que c'est que l'empathie au service de la prévention du suicide. J'ai nommé vigilance. Et donc, vigilance, ça c'est mon maître Veva qui nous a imbibé de cette notion d'inquiétude et de sollicitude, de souci de l'autre. Encore une fois, essayer de différencier les différents pôles de la notion d'inquiétude au sein de l'empathie. Donc, l'empathie comme une inquiétude, c'est une intranquillité, on en a largement parlé, avec cette mise en tension dans l'intranquillité. L'intranquillité, elle vient aussi d'une histoire de confrontation à l'autre, le fait que quand on est face à l'autre, il vient nous bouleverser, nous bousculer, et toute mise en mouvement entraîne aussi une forme de vulnérabilité. Donc l'intranquillité, c'est cette tension entre la mobilisation et la vulnérabilité. Imaginez un Bernard l'ermite, quand il est dans sa coquille, il bouge pas, il est bien sûr, il est bien sécure, mais il peut pas avancer. Alors que dès qu'il commence à se mobiliser, il est beaucoup plus exposé et vulnérable, mais il est mobile. Eh bien, il y a un peu de ça, il y a une espèce de mise en tension avec la sollicitude, avec l'intranquillité. La sollicitude, ce serait plus cette ouverture à l'autre, cette attention à l'autre. Et là, ce n'est pas tant cette confrontation que cette idée de on rentre en état d'intersubjectivité. Alors qu'avec l'intranquillité, et là je me réfère à David Jousset, on était dans un état de co-vulnérabilité, et d'ailleurs c'est intéressant de le dire, il n'y aurait de vulnérabilité que au sein de la relation, il n'y aurait finalement que de co-vulnérabilité. L'empathie, c'est déjà une mise en relation, quoi qu'on veuille. Et bien dans la sollicitude, il y a aussi ce rapport d'intersubjectivité qui agit un peu comme un baume, comme quelque chose qui rassure, comme quelque chose qui apaise, parce que c'est l'assomption de l'état de chacun, c'est l'assomption de la subjectivité de chacun. Et ça, c'est deux choses, cette intranquillité, cette balance entre intranquillité et sollicitude, c'est des choses que les vigilanceurs apportent beaucoup. Et puis, ce qui va beaucoup nous intéresser aussi, notamment par rapport aux sentinelles, c'est cette histoire de concernement. Et quand on discute avec les vigilanceurs, c'est cette idée de « je suis pris, je suis convoqué à la responsabilité qui est la mienne vis-à-vis de la personne que j'ai au téléphone ». L'inquiétude, c'est aussi une forme de responsabilité, et d'ailleurs, c'est une responsabilité un peu implacable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a été confronté à la personne, à sa vulnérabilité, à sa souffrance, Lévinas dirait même à un seul visage, hein, on est effectivement convoqué à cette responsabilité qui est irrévocable. Une fois qu'on est pris dedans, on est obligé, toute inaction devient finalement un peu coupable. Et quand on est dans la situation de la crise suicidaire, tout ça est extrêmement avivé, au point que ça devient
potentiellement beaucoup plus compliqué. Le risque, c'est que l'intranquillité devienne plus simplement une intranquillité, mais véritablement une angoisse, et l'angoisse paralyse. Le risque, c'est que la sollicitude ne devienne qu'urgence, et urgence à agir maintenant tout de suite, et que le concernement devienne une forme de responsabilité qui est un peu écrasante, et qu'on voit bien que ici, comment est-ce qu'un professionnel, un vigilanceur tolère ça? C'est justement parce qu'il a ses responsabilités professionnelles. Que la responsabilité morale qui découle justement de la sollicitation par la crise suicidaire se niche, se loge dans la responsabilité déontologique et professionnelle. Ce qui n'est pas le cas pour pour les sentinelles, et on verra ça juste après. Puisqu'on est dans un état d'intersubjectivité, puisqu'on est dans un état de co-vulnérabilité, ce qui est extrêmement important, c'est que les vigilanceurs nous racontent être en lien. Et ce qui fonctionne avec vigilance, c'est la notion de lien avec la personne, cette idée de connectedness. Le connectedness, c'est deux choses. C'est à la fois être enchâssé dans des rapports sociaux, donc vous voyez là on passe de l'individu à l'inter-individu, être enchâssé dans des rapports sociaux, percevoir cet enchâssement dans les rapports sociaux. Mais dès lors qu'on est enchâssé dans des rapports sociaux, dès lors qu'on est dans des réponses et des processus interpersonnels, forcément on est déjà connecté à la société et forcément on élargit, l'empathie élargit nécessairement à l'échelle sociale. Et dans l'échelle sociale, c'est quoi? C'est une forme de responsabilité collective. Les vigilanceurs se posent comme des représentants, quelque part, de cette responsabilité collective qu'il existe à l'égard des personnes qui sont en crise suicidaire et qui permettent également de véhiculer des normes et des attentes positives, de corriger certaines formes de représentation qui permettent de dégager de ces responsabilités collectives. J'y reviens tout de suite. Donc on a ce vigilanceur, ou cette vigilanceuse, alors c'est pas de la misogynie primaire, c'est juste qu'effectivement c'est essentiellement des vigilanceuses dans les Hauts-de-France. Donc cette vigilanceuse qui est en lien avec la personne suicidaire. Eh bien, cette vigilanceuse, elle est effectivement cette espèce de représentation, d'incarnation du souci qu'une société peut se faire pour une personne, un individu suicidaire, et puis elle va, à travers ce lien, véhiculer un ensemble de normes, un ensemble de représentations qui vont venir corriger certaines idées reçues, l'idée selon laquelle le suicide serait inévitable, serait inéluctable, serait idiosyncrasique, on ne pourrait pas le prévoir. Et ces ensembles d'idées reçues qui fait que finalement, il y a une forme de démobilisation collective, une démobilisation de la responsabilité collective à l'égard des personnes suicidaires. Les vigilanceurs vont également se mettre en lien avec chacun des professionnels qui sont autour de la personne qui est suicidaire. Elle va se mettre en lien également avec ses proches. Et l'idée, c'est pas seulement d'être cette représentation, mais c'est aussi de pouvoir tisser un réseau de veille autour de la personne qui est en crise suicidaire, et donc de mettre cette forme de responsabilité à laquelle engage l'empathie, de la mettre en partage et de la solliciter, de l'éveiller et de élaborer, de créer le terrain pour une forme de co-responsabilité. Deuxième programme qui j'espère, nous apprend des choses sur la question de l'empathie, c'est le programme Papageno. Alors là, pour le coup, l'empathie dans le programme Papageno, c'est quelque chose qui peut être aussi particulièrement dangereux ou extrêmement vulnérant. Pas seulement, mais ça peut être extrêmement vulnérant. Comment est-ce qu'on conçoit l'empathie dans le programme Papageno? On la conçoit au prisme de l'identification. L'empathie, c'est un des socles de l'identification qui aboutit à cet effet de contagion suicidaire. Dans l'empathie telle qu'on la conçoit, c'est une forme d'équilibre entre deux pôles. Un pôle de ce qu'on appelle la représentation partagée incarnée, c'est-à-dire que je reconnais l'autre en moi, je me reconnais en l'autre, il y a une forme de fusion, de télescopage de nos deux identités qui fait qu'on est dans une confusion soi-autrui, mais qui fait que j'arrive à vivre, que j'arrive à être en résonance avec autrui. Et à l'autre côté du pôle, il y a cette capacité à dire « mais non, je ne suis pas autrui, je suis capable d'attribuer mes propres états mentaux, d'attribuer les états mentaux d'autrui ». Et c'est cette dynamique qui fait qu'on est dans un rapport d'empathie intersubjectif. Eh bien, quand un individu est exposé à une personne suicidaire, joue ce phénomène d'identification qui, rabouté à des mécanismes qui sont celui de l'apprentissage social, par lequel j'arrive à acquérir des comportements d'autrui dans mon propre répertoire comportemental, finalement, ça aboutit à ce que soit moi-même, j'en vienne à faire une tentative de suicide. Mais ce qui est vraiment intéressant et ce qu'on peut observer, donc ça c'est l'effet Werther, mais ce qu'on peut observer aussi, c'est que ce mécanisme d'identification, ce mécanisme empathique peut aboutir aussi à ce que moi-même j'aille chercher de l'aide, j'aille demander de l'aide, ou à ce que moi-même j'offre de l'aide à quelqu'un qui est en difficulté. Et là, c'est encore une fois une mise en tension, et on parlera que de mise en tension entre d'un côté le pôle effet Werther, cet effet de contagion suicidaire, qui serait en fait finalement que le revers de la médaille de l'effet Papageno.
Et si on diffracte encore plus, en fait, finalement, cet effet de tension, il est entre, d'un côté, le pôle l'ego et l'alter. Je ne suis pas du tout responsable de cette blague, vraiment. Donc, entre l'ego et l'alter, ce qui est extrêmement important, c'est-à-dire est-ce que je suis l'autre, est-ce que je résonne en l'autre, ou est-ce que j'arrive à m'en différencier? Et de l'autre côté, encore une fois, cette idée de mise en mouvement qui, en même temps, m'expose à une forme de vulnérabilité. Et puis ce qui est extrêmement intéressant également, c'est de prendre l'empathie au prisme de la communication. C'est-à-dire que si l'empathie, c'est le canal par lequel j'arrive à m'identifier et j'arrive à apprendre, si j'apprends, ça veut dire que j'internalise certaines normes, certains comportements. C'est aussi par là que j'arrive à m'affilier à une communauté, mais ça passe par où? Ça passe aussi par ce qui m'est exposé. Et ce qui m'est exposé, ça vient aussi de la communication. Ça vient aussi des personnes qui expriment certains, alors qui des tweets, qui des articles dans la presse, et qui forcément vont faire référence à une certaine idée, à certaines normes, à certains préjugés parfois sur la question des comportements suicidaires. Il y a ce canal qui se met en place entre la fonction expressive de la personne qui émet le message, la fonction référentielle, c'est-à-dire ce qui est implicite, ce qui est analogique dans le message qui est envoyé, et la fonction conative, c'est-à-dire l'implication directe que ça a pour les individus. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est tout simplement comment est-ce qu'on fait si on accepte que la souffrance, la détresse, c'est une forme de convocation à l'empathie, d'appel à l'empathie. Comment est-ce qu'un corps social, comment est-ce qu'une société peut répondre à cet appel à l'empathie? Et finalement, ce que les personnes, quand elles émettent des messages ou qu'elles se présentent face aux personnes qui sont en difficulté, qu'est-ce qu'elles incarnent, premièrement, et deuxièmement, quelles représentations elles véhiculent en face de cet appel ou de cette convocation à la responsabilité sociale. Alors je sais bien que ça peut paraître un peu éculé, mais je ne peux pas m'empêcher d'en revenir à l'empathie comme une éthique et de revenir à Ricoeur, donc cette fameuse vie bonne avec et pour les autres et dans des institutions justes, c'est-à-dire les trois pôles, le je, le tu et le il. On va le revoir largement. Maintenant qu'on a compris ça, qu'on a fait diffracter la notion d'empathie, qu'on a essayé d'en voir les replis, pas seulement au prisme de la psychologie, mais aussi de la sociologie, de la communication, comment est-ce qu'on peut mettre ça au service de la prévention du suicide dans une politique active? En gros, est-ce qu'on peut mettre en place des préposés à l'empathie? Déjà, la notion même est paradoxale, c'était une vraie injonction paradoxale, c'est un peu l'idée de dire « sois empathique ». Il y a comme une erreur dans les termes. L'idée quand même, c'est qu'on n'aurait probablement pas besoin de sentinelles s'il y avait une forme de responsabilité collective à l'égard des personnes qui sont en crise suicidaire. Mais du fait, notamment, des représentations dont on a parlé, il y a une vraie question, à mon avis, sur quelle est l'utilité de ces représentations pour un corps social, des représentations dont on sait, et de plus en plus alors que c'est véhiculé, qu'elles perdurent malgré les avancées de la science qui les démentent formellement. Quelle est l'utilité pour le corps social de penser qu'effectivement l'empathie est inéluctable, que le suicide est inéluctable, que le suicide, on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas le prédire? Est-ce que c'est aussi une manière de préserver une forme de tranquillité, de préserver une forme de non-concernement par rapport aux crises suicidaires? Le problème, c'est que ça isole et ça écarte certaines de ces personnes. Et puis, il y a aussi des phénomènes sociologiques, le fait qu'on est dans une société qui est de plus en plus individualiste, pour laquelle les valeurs de groupe et d'affiliation sont de moins en moins fortes. Tout ça fait qu'on ne peut pas envisager aujourd'hui, c'est difficile d'envisager qu'il y ait une responsabilité partagée, totalement partagée à l'égard des personnes en souffrance. Donc, il y aurait des personnes qui seraient préposées à l'empathie ou au repérage. Alors, ces personnes qui seraient préposées, c'est des personnes qui spontanément, dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours, auraient cette inquiétude, auraient cette sollicitude vis-à-vis des personnes qui seraient en difficulté. Mais j'ai envie de dire, sauf des psychopathes parachevés, on a, a priori, à peu près tous, des capacités de sollicitude et d'inquiétude. C'est-à-dire que quand on voit nos proches, quand on voit nos enfants, on est mobilisé, on est inquiet, on est tendu vers cette personne, on est préoccupé par ces personnes. Ce qui fait la différence dans les sentinelles, c'est pas tant apprendre l'empathie. Ce qui fait la différence dans les sentinelles, c'est pas des personnes qui sont plus empathiques. Ce qui fait la différence dans les sentinelles, c'est surtout ce pôle du concernement. C'est accepter une forme de responsabilité à se mobiliser, à mobiliser son empathie au sein du cercle public et non plus seulement privé. Donc il y a une définition un peu tarabiscotée pour les sentinelles, mais c'est parce qu'il y a une vraie raison sous-jacente. C'est des personnes
qui ont ces dispositions empathiques, mais qui étendent le souci pour autrui à l'extérieur du cercle privé, c'est-à-dire qu'ils endossent quelque part une forme de responsabilité individuelle, qui, par ailleurs, sont repérés dans les communautés de vie pour ce rôle. Alors là, c'est quelque chose qui est assez frustrant pour des acteurs de la prévention du suicide, c'est que finalement, ce sont des personnes qui ne nous ont pas attendus. C'est ce barman qui écoute la personne qui vient pour la 5e fois de la semaine vider sa bouteille de vin. C'est le coiffeur qui écoute les peines et les frasques des personnes qu'ils rencontrent tous les jours. C'est des personnes qui ne nous ont pas attendus pour se mettre au service de la communauté. Alors certainement de manière informelle, mais du coup, ça pose des questions sur comment est-ce qu'on fait pour les accompagner, pour faire un accompagnement de facto presque. Et du coup, la question c'est comment est-ce qu'on peut les accompagner? Donc là, il y a une petite erreur, c'est la dernière dimension de la définition de la sentinelle, c'est qui sont accompagnés pour ce rôle. Et qu'est-ce que c'est que cet accompagnement? C'est finalement la responsabilité collective que nous devons aux sentinelles, peut-être à défaut, en fait certainement beaucoup plus, en complément de la responsabilité que nous avons vis-à-vis des personnes qui sont en souffrance ou qui sont suicidaires. Et ce dispositif sentinelle, eh bien, dispositif et pas seulement la formation, eh bien, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut le concevoir. Donc, la formation sentinelle, comment est-ce qu'on forme des sentinelles? Déjà, dire qu'on forme des sentinelles, c'est particulier, parce que si c'est une clinique de facto, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de former. Le risque de former des sentinelles, c'est de déformer des sentinelles, ou de conformer des sentinelles. On veut rien de moins que conformer une sentinelle, sinon ce n'est déjà plus une sentinelle. Donc, comment est-ce qu'on transfère du savoir? Là, il faut voir aussi qu'est-ce qu'on manipule avec le savoir. C'est-à-dire que le savoir, c'est à la fois une protection, c'est quelque chose qui nous protège, effectivement, de cette mise en branle par la vulnérabilité, mais c'est aussi une forme d'obligation. Quand je sais, je ne peux plus faire semblant que je ne sais pas, et ça me confère une responsabilité supplémentaire. Ça renforce mes dispositions, mais avec un risque de professionnalisation. Il y a une forme d'appétence du savoir. Le savoir est utile, et en même temps, le savoir peut être embarrassant. Et donc, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on va transmettre. Et ce qu'on a proposé de transmettre dans le cadre de cette formation sentinelle, ce sont des savoirs minimaux. Alors, au moins la base pour comprendre ce que c'est la crise suicidaire, pour être équipé, des savoirs minimaux au niveau théorique, des savoirs minimaux au niveau pratique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on repère une personne qui présente qui est en situation de crise suicidaire avec un système de drapeaux qu'on a élaboré, donc les comportements évocateurs, les propos suicidaires urgents ou les comportements de préparation. Et puis, à mon avis, beaucoup plus important, c'est la possibilité d'avoir une certaine réflexivité. On en a parlé depuis le début du congrès, c'est-à-dire d'être capable d'aider les sentinelles à prendre conscience de leur rôle de facto de sentinelle et de savoir à quoi ça engage. De renforcer le tu, c'est-à-dire de comprendre pourquoi est-ce que cette sollicitude qu'ils ont vis-à-vis des autres personnes est potentiellement salvatrice, c'est-à-dire de les renforcer, de les accompagner et de valoriser leur disposition spontanée, notamment en référence au modèle de théorie interpersonnelle du suicide de Joyner, de se dire que c'est une manière de lutter contre l'isolement, la perte d'estime de soi, le sentiment d'exclusion. Donc renforcement du pôle tu, renforcement également du pôle il, c'est-à-dire on va les nourrir un peu de représentation, enfin de déconstruire leur représentation qu'ils avaient auparavant sur la question du suicide et les idées reçues qu'ils avaient sur le suicide, parce que justement on a en tête que ce sont finalement des émissaires et qu'en tant qu'émissaires, ils véhiculent un certain nombre de représentations avec l'idée c'est qu'ils puissent véhiculer des représentations différentes. Vous vous souvenez, les normes et les attentes sociales positives. Et puis surtout, ce qui est extrêmement important, c'est le pôle du jeu. Comment est-ce qu'on insiste sur le pôle du jeu? Comment est-ce qu'on se dit, quand il y a un avion qui se crache, la première chose qu'on fait, c'est qu'on met son masque à oxygène avant de mettre le masque à oxygène de son enfant. Et donc, c'est là qu'on vient venir travailler avec eux, cette balance qu'on a vu largement depuis le début du congrès, entre la différenciation et la similarité, et donc entre la sympathie, l'empathie, d'apprendre avec eux que quand on est en sympathie, effectivement, on fonce dans le gouffre avec la personne et que finalement, on n'aide plus personne. Et donc, comment est-ce qu'on les aide à repérer en eux ce qui fait voyant rouge, ce qui peut être des signaux d'alarme pour des situations de détresse. Juste pour terminer, le dispositif Sentinelle, on est vraiment
pas seulement dans une formation. En fait, ce qui compte dans la formation Sentinelle, c'est vraiment pas tant la formation, parce que vous voyez qu'en finalement, c'est du renforcement des dispositions spontanées et naturelles. Ce qui compte vraiment dans le dispositif Sentinelle, c'est le pôle du il, c'est nous, c'est comment est-ce que nous, on peut offrir aux Sentinelles un dispositif qui permette de prendre soin d'eux, de se soucier d'eux. Comment est-ce que cette responsabilité collective, on leur doit bien quelque chose, cette responsabilité collective peut se mobiliser pour les Sentinelles, et ça passe par le fait que chaque Sentinelle doit pouvoir avoir, et c'est une condition pour la mise en place de Sentinelle, doit pouvoir avoir des professionnels acquis orientés. Une Sentinelle qui se retrouve avec une personne qui aurait des idées suicidaires et qui ne pourrait pas orienter vers un professionnel de soins serait une Sentinelle déjà qui se sentirait inutile, donc ça met en détresse, et puis qui porterait une responsabilité qui est bien au-delà de la responsabilité qui serait acceptable pour elle. Il n'y a pas cette responsabilité légale ou professionnelle dans laquelle se niche, pour le coup, sa responsabilité morale. L'accompagnement des sentinelles, il faut que les sentinelles soient accompagnées, il faut qu'elles soient écoutées, il faut qu'on puisse prendre en compte aussi leurs difficultés éventuelles, il faut qu'il y ait une possibilité de recours le plus rapide possible, et puis c'est aussi un réseau de sentinelles, parce qu'encore une fois, c'est une responsabilité en partage, et il faut donc pouvoir échanger. Et ça, d'après moi, c'est vraiment l'idée d'une politique. C'est la politique au sens noble du terme, à mon avis. Et c'est pour ça que je remercie aussi la Direction générale de la santé d'avoir tenu bon sur la question des sentinelles, parce que ça nécessite une véritable force politique que de pouvoir mettre l'empathie au service de la prévention du suicide de la sorte. Je vous remercie de votre attention. Alors merci beaucoup Charles-Édouard, comme d'habitude, hein, c'est toujours brillant. Puis d'avoir défini comme ça l'empathie appliquée à différents dispositifs de prévention, c'est parfait. Et puis tu as répondu finalement déjà, c'est une première réponse, on ne va pas apprendre l'empathie, mais plutôt mobiliser, si j'ai bien compris, l'empathie auprès des personnes, surtout par l'intermédiaire de sentinelles. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Alors, s'il n'y a pas de questions, en fait, ce que tu introduis, c'est une variation, un continuum de souci de l'autre, et que les sentinelles sont à un continuum de ce souci-là, mais on ne souhaite pas nécessairement les déplacer d'une certaine façon l'intensité du souci qui pourrait se faire pour leur entourage. Surtout pas, même au contraire, on a besoin de les prendre, c'est un peu comme chez McDo, c'est venez comme vous êtes, et l'idée c'est effectivement de pouvoir les accompagner au maximum comme ils sont, avec leur disposition. Si ça fonctionne une sentinelle, c'est d'abord parce que c'est pas un professionnel, c'est d'abord parce que c'est quelqu'un qui n'exerce pas son empathie comme on musclerait un biceps. C'est vraiment l'idée de pouvoir offrir un terreau, un support, un soutien pour les libérer aussi dans leur forme de sollicitude, et apaiser certaines angoisses qu'ils pourraient avoir, certaines difficultés qu'ils pourraient rencontrer, mais effectivement surtout pas pousser dans un sens ou dans l'autre. Pas d'autres questions? Non? Gérard? Oui, je me posais juste une question, et c'est au début de votre intervention où ça m'a fait tilt. Quand vous avez repris la définition de l'empathie à partir de Google. Oui. Parce que Google sont en train de développer des assistants personnels qui seront des dispositifs automatiques d'empathie qui géreront nos soucis. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont lu ici Marseille 2040. C'est assez intéressant de voir ce que peut devenir la médecine, la psychiatrie, grâce à tous ces outils. Et alors, moi, je suis complètement d'accord avec tout ce travail autour de l'empathie, la formation des sentinelles et le développement d'un maillage, etc. Sauf que c'est une décision politique. Oui. C'est un certain type de société que nous défendons. Et ce n'est plus spécifiquement un travail fondé sur uniquement des éléments de recherche scientifique validés.
C'est un pari sur ce que doit être le lien, ce que peut être le lien entre les individus d'une société. Et alors, je suis à 200% pour participer à ce mouvement. Mais je pense qu'il faut que tout le monde soit bien conscient que l'on met le pied dans une question extrêmement importante qui va devenir de plus en plus prégnante dans les années qui viennent, parce qu'effectivement, l'assistant personnel empathique, c'est demain. Juste, merci beaucoup pour votre remarque. Je renverrai quand même sur effectivement, j'avais pas notion de cet assistant personnel empathique, mais c'est intéressant de voir effectivement, est-ce que les technologies empêchent ou soutiennent le souci de l'autre et l'empathie. Je renvoie à la conférence et au symposium d'hier qui était fort intéressant à cet égard pour un point de vue nuancé et complexe. Pour la question de, quand même, alors je suis d'accord avec vous sur le caractère extrêmement politique et sur l'engagement que ça suppose. Quand même, la recherche étaye ce type de modèle pour les sentinelles, la recherche à la fois la recherche-action, mais aussi l'expérientiel, puisque j'ai été aussi à l'école Séguin, et je sais qu'au Québec, les sentinelles qui ne peuvent pas orienter, par exemple, directement, de toute façon, elles ne restent pas implantées. Après, je pense quelque part que la recherche n'est pas à dissocier de la politique. La recherche est aussi politique, et la manière de conduire de la recherche, c'est aussi une forme de politique.